Dans une ville, il y a des rues, des trottoirs, des façades, et puis il y a aussi des toits, qui sont la plupart du temps non utilisés. Et pourtant, on pourrait faire beaucoup de choses avec toutes ces toitures vierges de toute activité humaine, véritable terra incognita de l'urbanité contemporaine. Et si vous vous demandez ce que l'on pourrait en faire, ça tombe bien, parce que c'est justement le sujet du jour et on en parle juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville où l'on va parler, vous l'avez probablement compris, de l'épineuse question de la surélévation du bâti. C'est assez complexe, le sujet de la surélévation des bâtiments. Un sujet qui a le vent en poupe dans les collectivités hexagonales, comme en témoigne le titre de cet article du Monde dont s'inspire cette vidéo, les toits, nouveaux espaces de vie dans des villes surpeuplées. Et pas besoin de chercher bien loin pour comprendre pourquoi le sujet devient si important. Dans des villes où la pression sur le logement n'en finit pas de monter, le moindre petit centimètre carré de foncier constructible devient aussi précieux qu'un diamant. Et après avoir exploré les friches, les supermarchés ou encore les parkings souterrains, c'est donc au tour des cimes de nos villes de devenir la nouvelle coqueluche des architectes et des urbanistes. C'est le principe de la cinquième façade. Considérer le toit comme une surface à part entière et se demander ce que l'on pourrait y faire d'utile ou de pertinent. Selon une étude menée en octobre dernier par l'APUR, l'agence parisienne d'urbanisme, on dénombrerait par exemple dans la capitale près de 24 000 toits exploitables, dont 2100 de plus de 200 mètres carrés, de quoi y installer bien des usages qui ne demandent qu'à être imaginés. La ville de Paris n'est évidemment pas la seule sur le coup, loin de là. Un peu partout en France et en Europe, les collectivités cherchent à faire l'inventaire des surfaces disponibles, préalable évidemment nécessaire pour identifier les opérations qui seront potentiellement réalisables à court ou moyen terme. La ville de Nice a par exemple commandé une étude à une start-up française spécialisée dans la surélévation, estimant que 10% du bâti était potentiellement surélevable, ce qui pourrait permettre de construire près de 4000 logements supplémentaires. On est donc loin d'une solution marginale. La situation est similaire à Strasbourg, Villeurbanne, Lyon et bien d'autres collectivités à travers le pays. La métropole rhodanienne vient d'ailleurs d'annoncer la création de 250 à 300 logements sociaux dans les 2 ans à venir, sur la base de cet inventaire à la Prévert des toitures disponibles. Le rôle de ces études est évidemment primordial, parce que vous vous en doutez, on ne construit pas un étage ou deux comme ça en un claquement de doigts. Il faut d'abord identifier les toits plats, ça c'est un peu la base. Il faut ensuite s'assurer de la solidité des fondations et de la faisabilité technique de l'opération. Et puis il faut obtenir l'accord des ABF, les architectes des bâtiments de France, qui peuvent être très tatillons quant à l'inscription de ces étages supplémentaires dans l'harmonie du bâti. Sans parler bien sûr des copropriétaires, qui sont les premiers concernés et qui peuvent voir d'un mauvais œil cet empilement d'étages au-dessus de leur tête. Pour y pallier, les décideurs cherchent des moyens pour inciter les ménages à s'intéresser à la question. Et l'une des solutions consiste à utiliser la carotte de la rénovation énergétique du bâtiment, comme le préconisait en novembre dernier le Conseil économique, environnemental et social. En dessous, l'immeuble date de la fin du 19e siècle. Il est en mauvais état, très mal isolé. Mais en vendant son toit, la copropriété va récupérer 800 000 €. Une somme qui va entièrement financer le ravalement et l'isolation de l'immeuble. L'idée est assez simple. Les copropriétaires vont échanger un droit à construire, un droit à surélever, en compensation de la prise en charge de la rénovation du bâtiment. Autrement dit, on va faire financer celle-ci par une opération immobilière, portée par un promoteur ou un bailleur social, qui lui se remboursera sur la vente ou la location des futurs logements construits. Le sujet n'est pas nouveau en soi. C'est notamment Cécile Duflot qui l'avait largement poussé lors de son mandat de ministre du Logement, à travers diverses ordonnances et articles visant à simplifier ce type d'opération. C'était en particulier le cas dans la loi Allure de 2014, une loi qui cimente encore aujourd'hui la production de logements en France et qui avait notamment supprimé les coefficients d'occupation des sols, les fameux COS, qui déterminaient jusqu'alors la proportion de mètres carrés constructibles sur chaque parcelle de terrain. Mais il aura presque fallu 10 ans pour que cet assouplissement réglementaire s'immisce enfin dans le débat public et que l'on puisse entendre des élus évoquer cette solution de la surélévation aujourd'hui sans craindre de soulever les cris d'orfraie. Et cela s'explique non pas seulement par la complexité financière ou opérationnelle de ces aménagements, mais aussi très probablement par la perception ambiguë que l'on a de la densité. Je vous ai déjà fait une vidéo sur cette question spécifique, donc je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais on peut comprendre que les ménages et les habitants soient un peu frileux à l'idée de construire toujours plus haut dans des villes déjà très denses. Mais la surélévation ne concerne pas uniquement la construction en dur de bureaux, de logements ou autres, elle concerne aussi tout simplement l'occupation de ces toitures. Et mine de rien, c'est un peu comme si on redécouvrait en France que oui, les toits sont un espace public comme un autre, qu'on pourrait regarder un peu ailleurs pour s'en inspirer, de quoi peut-être apaiser ce débat sur la surélévation. Il suffit de se rendre en Algérie, en Grèce, au Brésil, aux USA ou au Japon,
Un peu partout dans le monde, de très nombreuses cultures se sont construites en embrassant cette urbanité suspendue, au point qu'on se demande pourquoi il n'en serait pas de même en France et comment on pourrait s'en inspirer. Alors certes, depuis une dizaine d'années, les rooftops et toitures végétalisées se sont multipliés en France, mais ça reste encore bien timide, notamment à cause de la complexité opérationnelle et financière dont je vous ai parlé à l'instant, mais aussi tout simplement parce qu'on n'a pas assez de toitures plates. Et l'une des solutions pour y pallier, c'est d'intégrer cette dimension dans la construction neuve, de manière à s'assurer et à multiplier le nombre de toitures potentiellement exploitables dans les années à venir. À Marseille, l'aménageur public Euroméditerranée a par exemple inclus le sujet dans le cadre de son référentiel logement, qui stipule le cahier des charges auquel doivent se plier les promoteurs. On y retrouve donc une thématique consacrée aux toitures habitées et utiles, qui exige que 80% des toitures soient rendues accessibles, avec des propositions d'aménagement divers, jeux pour enfants, petits bassins, jardins publics ou fermes urbaines, sans oublier bien sûr les panneaux photovoltaïques, tout est possible et en tout cas très fortement suggéré. Mais le meilleur exemple d'une ville qui embrasse à 100% cette cinquième façade, c'est peut-être Rotterdam aux Pays-Bas, une cité portuaire presque entièrement détruite en 1940 par les Allemands, reconstruite avec un grand nombre de toitures plates qui permettent d'imaginer un nombre faramineux d'usages et de réappropriation. Depuis 2015, les architectes de l'agence MVRDV y organisent le Rotterdamse Dakendagen, en anglais les Rooftop Walks, un festival invitant les Rotterdamois à venir déambuler le temps d'un week-end à travers les hauteurs de la ville. À Marseille, encore elle, c'est le collectif À nous les toits qui a organisé son propre Rooftop Day en juillet 2022, et l'on perçoit bien à travers le nom même de ce collectif cette volonté de reconquérir un espace trop longtemps délaissé. Et c'est à mon avis grâce à ce type d'initiative que le sujet va continuer à se populariser auprès des élus, des techniciens et bien sûr des habitants des villes. Parce que mine de rien, on voit bien que ça permet de venir faire s'effriter les digues mentales qui expliquaient jusqu'alors la frilosité du secteur. Ce qui m'amène à vous poser la question, qu'est-ce que vous aimeriez y voir, vous, sur ces toitures, que ce soit sur votre ville natale ou votre ville d'adoption? Dites-le nous dans les commentaires, on ne sait jamais si une élue passait par là, elle pourrait peut-être s'en inspirer. Free your mind. Voilà pour cet épisode sur lequel il y avait beaucoup à dire car c'est un sujet passionnant. Je vous mets tous les liens qui m'ont aidé dans la barre d'infos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. Nous on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. D'ici là, portez-vous bien et merci beaucoup.